Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo légèrement différente de d'habitude puisque je ne vais pas vous parler d'une affaire célèbre mais plutôt d'un témoignage d'une personne, d'une femme qui a posté un thread sur Reddit intitulé « Cette fois où j'ai accidentellement fréquenté un sociopathe ». J'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante parce que elle nous fait vivre les différentes étapes de l'emprise et de la manipulation qu'il peut y avoir dans une relation toxique. C'est d'ailleurs pour ça que je vais garder le texte au plus proche de comment il a été écrit. Donc, je vais vous lire ce thread tel qu'il est. Ça va prendre environ 20 minutes, je pense. Et ensuite, je reviendrai sur certains points que je trouve intéressants à aborder. Prenez ça un petit peu comme une étude de cas, sachant que vous avez statistiquement beaucoup plus de malchance de croiser un individu de ce type qu'un tueur en série. Allez, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Il m'a fallu de nombreuses années pour raconter cette histoire à cause de la peur et de l'embarras. Aujourd'hui, je la partage non seulement comme thérapie pour moi-même, mais aussi comme avertissement à toutes les personnes. Faites attention à qui vous rencontrez sur les réseaux sociaux. En 2018, mon ex-mari et moi étions à la fin d'un mariage très tumultueux. Nous avions été polyamoureux pendant environ 3 ans avant que je ne rencontre ce gars. Il s'appelait Jez. J'ai rencontré Jez sur OkCupid. J'avais 28 ans et lui 42. Nous avons tout de suite accroché. Après quelques semaines de discussion, j'ai accepté de le rencontrer dans un restaurant près de chez moi. Nous avons discuté pendant quelques heures avant que je ne l'invite chez moi pour rencontrer mon mari. Tout s'est bien passé et il semblait bien s'entendre, alors Jez et moi avons commencé à sortir ensemble. Ce gars m'a complètement fait tomber amoureuse de lui. Jez était doux et attentionné. Il écoutait avec enthousiasme chaque petite chose que j'avais en tête, s'engageait et me validait. Encore et encore, il m'admirait pour ma force et ma sagesse. Il me vénérait pratiquement pour tout ce que j'étais et tout ce que je devenais. Il me couvrait de cadeaux, de fleurs et de petites attentions juste pour me faire sentir en sécurité, désirée et aimée. Je n'avais jamais été dans une relation qui ressemblait à ça. C'était merveilleux. On aurait dit que nous nous cherchions depuis des années. Après les premières semaines, il a eu une crise à propos de ma nature polyamoureuse. Il a coupé les ponts car il disait qu'il était déjà en train de tomber amoureux de moi et qu'il ne pouvait pas supporter de me partager. J'ai tenu bon, accepté cette limite et le fait que je devais le laisser partir. Je suis partie ce soir-là triste, mais confiante d'avoir fait ce qu'il fallait pour nous deux. La semaine suivante, il m'a envoyé des fleurs et une carte à mon lieu de travail, suppliant pour une autre chance et me rassurant qu'il préférait essayer plutôt que de ne pas le faire et regretter. Même si c'était effrayant, il voulait tenter cette expérience avec moi. Nous avons continué à sortir ensemble et c'était tout aussi merveilleux. Nous avons passé de longues nuits éveillées à parler, partager, rire, faire l'amour et planifier l'avenir. Nous sommes allés dans des endroits et nous avons fait des choses que j'avais toujours voulu faire. Puis, dans les moments les plus profonds et les plus intimes, lorsque nous nous asseyions simplement en silence, il serrait ma main sur son visage en me demandant où j'avais été tout ce temps. Le temps que nous passions ensemble ne nous demandait aucun effort. Nous nous assemblions comme des pièces de puzzle. En août 2018, mon mariage avait pris fin, sans que ce soit la faute de Jez, et en octobre, mon mari avait déménagé. J'étais en location à l'époque et je savais que je ne pouvais pas me permettre de vivre seule, donc trouver un colocataire était essentiel. Je n'avais aucun système de soutien sur lequel compter et personne dans mon entourage n'avait besoin d'un endroit pour vivre à l'époque, alors Jez a proposé d'emménager ensemble. J'étais hésitante, nous ne sortions ensemble que depuis environ 4 mois et je savais que tout change toujours lorsque vous aménagez avec un partenaire. Malgré mes hésitations, j'ai accepté. Il était merveilleux avec moi. À quel point cela pourrait devenir mauvais? Je n'étais pas préparée pour le changement qui allait venir. C'était littéralement le jour et la nuit.
Jess est soudainement devenu une personne différente. Il était extrêmement contrôlant, jaloux et paresseux. Rien à voir avec la personne que je pensais avoir rencontrée. Et la façon dont il me traitait est devenue de pire en pire progressivement. Sortir avec des amis est devenu compliqué, voire impossible, car il me harcelait au téléphone, me culpabilisant de le laisser seul ou de ne pas l'impliquer d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'essayais de le faire, c'était aussi source de conflit, car il soufflait et soupirait à chaque éventualité de laisser de la place pour quiconque, sauf nous-mêmes. En décembre 2018, nous avons assisté à la fête de Noël de mon travail. Je lui avais laissé le choix de savoir s'il voulait y aller ou non. Pour moi, ça n'avait pas une grande importance, d'autant plus que j'avais déjà compris qu'il ne se sentait pas à l'aise dans les situations sociales. Je l'avais invité parce qu'il m'avait exprimé à maintes reprises qu'il était important pour lui de s'impliquer dans ma vie sociale. Pendant un mois entier, il a hésité sur le fait qu'il n'irait pas. J'ai interprété ça comme une manifestation de son introversion et je n'ai pas insisté. Je lui ai fait savoir que je m'assurerais qu'il se sente le bienvenu s'il décidait d'y aller, mais qu'il ne devait pas se sentir obligé. J'ai été surprise lorsqu'il a changé d'avis à la dernière minute et a insisté pour venir. Puis, encore plus étonnée quand nous y sommes allés et qu'il a agi activement comme s'il ne voulait pas être là. Tout le monde était incroyablement accueillant et l'a inclus dans les festivités et les conversations. Cependant, il a quand même pratiquement marmonné toute la nuit, murmurant des insultes et critiquant chaque petite partie de la soirée, dans sa barbe, comme si être là-bas était absolument horrible à endurer. Personne n'a vraiment semblé remarquer les insultes murmurées à voix basse et les grognements. À un moment donné, après quelques verres de vin, ma directrice s'est penchée vers Jess et a commencé à le complimenter. Elle et moi étions très proches, donc elle était intimement familière de ce que j'avais traversé avec mon ex-mari. « Je suis tellement heureuse qu'elle t'ait », a-t-elle bêlé à travers l'ivresse du vin. « Tu as été absolument transformateur pour elle. C'est tellement agréable de la voir enfin heureuse et appréciée. » Sans hésiter, Jess a grimacé en réponse aux commentaires et a rapidement répondu « Tu me connais pas, putain ». Je n'en ai honnêtement pas cru mes oreilles. C'était l'un de ces moments où le temps s'arrête et où vous savez juste que vous n'avez pas pu entendre correctement. J'ai fulminé pendant 1 minute avant qu'une autre interaction anodine avec Jess ne le pousse soudainement à me crier dessus à travers ses dents serrées. « Arrête !» Ça a été la goutte d'eau et j'ai perdu le contrôle. Je l'ai emmené dehors et je lui ai demandé quel était son problème. J'ai critiqué son comportement et je lui ai dit que s'il continuait à agir ainsi, il pouvait partir. S'il ne voulait pas être là, il aurait dû rester chez lui. Il a fini par présenter des excuses à moitié sincères et nous sommes retournés à l'intérieur pour finir la fête. Je me souviens de la conduite du retour ce soir-là, regardant par la fenêtre sombre sans rien dire, dans un silence inquiet. J'ai peut-être merdé. C'était ma seule pensée pendant tout le trajet. Tout a commencé lentement, bien sûr, comme me repousser ou invalider mes ressentis et mes idées en raison de mon âge, dire que je dramatisais mes expériences parce que j'étais jeune. L'homme qui, il y a 6 mois à peine, m'avait validé mes traumatismes et mon vécu à tout bout de champ, maintenant, chaque fois que je commençais une histoire ou essayais de partager quoi que ce soit, même en essayant de planifier les repas de la semaine, montrait ouvertement de l'agacement comme si je lui faisais perdre son temps. Avant que je m'en rende compte, il me réprimandait pour chaque petite chose. Si je demandais comment s'était passée sa journée ou si je parlais de la mienne, il me répondait de manière agressive. « Pourquoi tu me poses toujours cette question ? Je veux pas parler de travail à la maison. Je m'en fiche vraiment de ton travail. C'est juste du travail. » Je ne pouvais même plus lui apporter une assiette de petit déjeuner sans recevoir des reproches. C'était comme s'il me testait. Quand Jess et moi avons commencé à sortir ensemble, il refusait catégoriquement de parler de la plupart de ses ex. Il refusait de les nommer ou de discuter de tout problème ou de toute leçon apprise. Elle ne comptait pas, disait-il. Elle n'était plus dans sa vie pour une raison. C'était le même raisonnement qu'il utilisait également en référence à mes ex. Parler d'eux, y compris de mon ex-mari actuel, était devenu une limite à ne pas franchir. Chaque fois que je mentionnais l'un de nos ex, il devenait incroyablement agité, méprisant et globalement très agressif. J'ai interprété ça à la fois comme un problème d'écart d'âge, car j'ai tendance à m'appesantir sur les choses, ainsi que comme une insécurité et une menace pour la vie qu'il essayait de construire. Cependant, après qu'il ait emménagé et que ce sujet sensible ait été établi, plusieurs fois il s'est mis à parler de ses ex et de leur apparence, me disant à plusieurs reprises qu'il ne m'aurait jamais fréquenté dans le passé et que j'avais de la chance qu'il ait abaissé ses attentes. Je ne savais même pas quoi répondre à ça. Je riais et je le mettais dans ma poche. C'est noté. Il a ensuite commencé à parler de mon apparence et à m'accuser de l'avoir catfishée. J'avais arrêté de prendre soin de moi à cause de l'isolement et j'avais aussi pris du poids. Donc la plupart de mes vêtements dans lesquels je me sentais bien ne me convenaient plus. Puisque Jess m'avait menti sur sa situation financière, il avait toujours besoin d'argent supplémentaire ici et là et me laissait presque constamment sans le sou.
Une horrible tragédie s'est produite l'été suivant, alors que Jez et moi étions ensemble. J'ai reçu la nouvelle qu'un bon ami avec qui j'étais à l'école d'art s'était tiré une balle dans la tête en tripant sous LSD. Toute notre promo était dévastée. Il était, sans conteste, le meilleur photographe de notre classe et l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais eu le plaisir de connaître. En tant que personne très familière avec le LSD, j'ai été vraiment secouée. Jez, cependant, était loin d'être compatissant. Il a presque immédiatement haussé les épaules. C'est la vie. Je suppose que c'est ce qu'il mérite pour avoir joué avec la drogue. J'étais perplexe devant une telle réponse insensible, et encore plus tard, lorsque Jez a commencé à m'interroger sur ma relation avec ce gars, demandant quand était la dernière fois que j'avais parlé à cet ami. Mais tu ne connais même plus ce type, alors on s'en fout, non? J'ai rompu avec lui la première fois après qu'il m'ait appelé enragée au travail. J'étais occupée, donc je n'avais pas pu répondre tout de suite, mais une fois que j'ai enfin pu le rappeler, j'ai été confrontée à une colère intense. Il y avait eu une tempête et l'une de mes chiennes avait une crise due à cet orage et aussi à son anxiété de séparation. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait et il était bien conscient de ce dont elle avait besoin dans ces moments-là. « Putain, mais pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Je me fiche de savoir où tu es ou ce que tu fais, tu réponds quand je t'appelle, point. » Il a continué pendant quelques minutes en me traitant de mauvaise petite amie et en me critiquant pour mon éloignement soudain et mon manque de communication pendant que j'étais au travail. À ce stade, j'en avais assez et j'ai perdu les pédales. Je l'ai attaqué surtout sur le fait de me causer des problèmes au travail. Je lui ai rappelé que le fait qu'il soit dans ma vie est un privilège et que s'il se réveille tous les jours en agissant comme s'il me déteste, alors je ne sais même pas ce qu'il fait avec moi. Je lui ai dit que je m'attendais à ce qu'il prenne ses affaires et parte. Il menaçait toujours de retourner chez ses anciens colocataires où il avait encore une chambre. Je ne voulais pas qu'il soit là quand je rentrerai chez moi et nous pourrions coordonner les heures pour qu'il vienne chercher le reste plus tard. Il a catégoriquement refusé, se victimisant soudain, prétextant qu'il n'avait nulle part où aller. « Comment oses-tu me faire tomber amoureux de toi ? Comment oses-tu me faire rencontrer ton père et ensuite me larguer ?» Ma responsable et son mari ont fini par me suivre chez moi ce soir-là parce qu'elle était inquiète pour ma sécurité et m'a carrément proposé de rester chez elle pendant quelques jours. Je n'oublierai jamais la scène à laquelle j'ai assisté quand je suis arrivée chez moi. Il était comme Theon Greyjoy, implorant pour sa vie. Ma boss se tenait à côté de moi, regardant cet homme de 42 ans, ramper à genoux devant moi, implorant la miséricorde. À un moment donné, il a enlacé mes jambes en pleurant. « Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Elle est l'amour de ma vie, vous savez », a-t-il pleuré auprès de ma responsable. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était l'antithèse de la personne sans cœur avec qui je passais mes journées. Je l'ai repoussé et je suis allée à l'arrière de la maison, rassemblant suffisamment de mes affaires pour me permettre de passer les prochains jours ailleurs, ainsi que tout ce qui avait de la valeur. Il a fallu quelques jours, mais au bout d'une semaine environ, Jez a commencé à bombarder mon téléphone de messages d'excuses. Tout à coup, il était redevenu l'homme que j'avais rencontré, plein d'humilité et de conscience de soi. Il a reconnu la façon horrible dont il m'avait traité et m'a envoyé des pavés de messages bien réfléchis, psychoanalysant son propre comportement, d'où il venait et les façons dont il savait qu'il devait changer. Et je l'ai repris. Comme une fille stupide et désespérée, je l'ai repris. C'est pas longtemps après qu'il a commencé à me faire culpabiliser pour la rupture. Selon lui, mon comportement avait endommagé sa relation avec les gens de mon entourage et la façon dont il le percevait, donc c'était à moi de réparer tout ça. Peu de temps après, ma voiture est tombée en panne dans une station-service près de chez moi. Il y avait un couple très gentil dans le véhicule à côté qui est venu à mon secours et a vérifié les choses sous mon capot. Le monsieur s'est avéré être un mécanicien de profession. Il avait donc une assez bonne théorie sur ce qui pourrait potentiellement être à l'origine du problème. À ce moment-là, j'avais déjà essayé de contacter Jez pour lui faire savoir ce qui se passait et où j'étais. Il n'a pas tardé à sortir du travail, il m'a dit de rester sur place et qu'il arriverait bientôt. Pendant que j'attendais, ce couple adorable est resté et m'a tenu compagnie. Jez est arrivé en trombe environ 15 minutes plus tard, en ignorant complètement le couple qui m'avait aidé. Le monsieur m'a remis un bout de papier avec un nom et un numéro de téléphone dessus, en expliquant ce qu'il pensait qui se passait avec ma voiture, avant que Jez n'intervienne en le coupant brusquement. « Elle va bien, je m'en occupe », a-t-il grogné. Je pouvais voir la femme du coin de l'œil s'éloigner furtivement après ce commentaire et monter sur le siège passager de leur voiture. J'ai pu sentir une tension soudaine, comme si elle avait déjà connu ça auparavant. Le monsieur n'a pas bougé et a détourné son attention vers moi quand Jez est entré dans le magasin. Je pouvais voir qu'il était clairement préoccupé. « Est-ce que ça va ?» m'a-t-il demandé à voix basse, presque chuchotant. « Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous avez besoin de quelque chose... » Il regarda le numéro dans ma main et hocha la tête. Sérieusement. Sur ces mots, il est monté sur le siège conducteur de sa voiture et est parti. Depuis ce jour-là, j'ai pensé à ce couple à maintes reprises.
Puis tout est revenu comme avant, comme si la rupture n'avait jamais eu lieu. Toujours autant besoin de marcher sur des œufs, toujours les mêmes humiliations. C'était même pire, car j'avais endommagé notre relation de manière permanente. Si seulement je n'avais pas été aussi dramatique, si je n'avais pas fui tout le temps, peut-être qu'il n'aurait pas à travailler si dur pour avoir à me respecter. Une nuit, nous avons eu une dispute. Je me souviens même plus de quoi il s'agissait, mais je devais me lever tôt le lendemain pour le travail, alors j'ai mis en pause le conflit pour pouvoir dormir. Quand je suis allée me coucher, j'ai entendu la télé s'allumer. J'avais une barre de son, donc le volume pouvait être assez fort. Jess a commencé à augmenter le volume. Et encore plus. Et encore. Bien au-delà de n'importe quel niveau auquel j'ai jamais poussé ces mêmes haut-parleurs, même pour des fêtes. Les murs résonnaient avec le son de la télé à des volumes astronomiques. Jess a alors commencé à rire de manière hystérique. C'était un rire maniaque, avec de la colère, comme si quelque chose pouvait être drôle à la télévision, mais qu'il pouvait également sauter par la fenêtre à tout moment. Je me souviens m'être allongée dans le lit absolument horrifiée par ce qui se passait. Je savais que les choses s'étaient mal passées, mais maintenant j'avais peur. Je suis sortie du lit et je lui ai demandé de baisser le volume, ce à quoi il a répondu en ricanant « Je regarde la télé si je veux ». Et il a augmenté encore plus fort. J'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. J'ai commencé à pleurer à ce stade, en le suppliant de me laisser juste dormir. Et il s'est mis à me ridiculiser. « Oh, pauvre bébé qui pleure encore. C'est ta carte, hein ?» Pleurer. Ça a déclenché une nouvelle dispute et il a commencé à crier contre moi, m'a suivi jusqu'à ma chambre, où il a soudainement frappé une porte à quelques centimètres de ma tête. Son regard était noir et il m'a regardé droit dans les yeux, en voyant le message clair que c'était un avertissement et que la prochaine fois, il ne manquerait pas sa cible. Tout mon système s'était arrêté à ce stade et j'ai sombré sur le sol en faisant une crise de panique. Mon ex-mari avait des problèmes de violence, Jess le savait. Toutes nos locations précédentes avaient des trous dans les murs et les portes en raison de l'incapacité de mon ex-mari à gérer ses émotions, mais il ne m'a jamais frappée, ni même ne s'est approché de moi. Je me suis effondrée au sol, me sentant impuissante, piégée et effrayée. Tandis que mes pensées s'emballaient, il continuait à me ridiculiser et de se moquer de mon état de panique. La plupart de notre dispute de cette nuit-là est floue, mais elle s'est terminée brusquement lorsqu'il a menacé de mettre mon numéro de sécurité sociale sur le dark web. À ce stade, tout ce qu'il me restait était de me battre. J'ai perdu le contrôle et je suis devenue hystérique, criant à tue-tête pour qu'il parte. À ce stade, tout ce qu'il me restait était de me battre. J'ai perdu le contrôle et je suis devenue hystérique, criant à tue-tête pour qu'il parte. Je me sentais enragée et dangereuse, en hurlant comme une banshee pour qu'il quitte ma maison. C'était fini et je mettais fin à tout ça sur le champ. J'ai contacté ma propriétaire et lui expliqué ce qui se passait. Jess l'a également contacté, tissant sa propre histoire selon laquelle je déménageais et essayais de transférer le bail à son nom. Heureusement, étant donné que j'étais en avance sur lui, ma propriétaire ne l'a pas cru et m'a contacté immédiatement. Elle est personnellement venue changer les serrures pour moi, m'a donné le contact d'un policier proche au cas où il réapparaîtrait et m'a donné une réduction de moitié sur mon loyer pour le mois suivant. Je lui suis éternellement reconnaissante pour ces actes de bonté simples qui dépassaient tout ce que j'aurais jamais attendu d'un propriétaire. Il a fallu des semaines pour qu'il cesse de me contacter. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas bloqué, c'était par peur qu'il se présente à ma porte. Bien que j'ai des contacts pour me protéger, je savais que je préférais recevoir une vidéo d'excuses quotidienne plutôt que de devoir traiter avec lui devant chez moi. Alors il a insisté. Pendant un moment. Le même stratagème qu'auparavant. Le love bombing, les promesses, s'accrochant à des brins de paille en essayant de trouver le point faible où je le laisserais revenir. Mais j'ai ignoré ça. Ça a continué pendant des semaines avant qu'il n'abandonne enfin. Il a capitulé avec grâce, affirmant avec audace qu'il m'aimerait toujours. Je l'ai laissé en lui. L'illusion était détruite. Il m'a fallu plusieurs années pour me remettre de tout ça. Si mon divorce n'était pas suffisant, ça m'a définitivement fait perdre confiance en moi. Je ne comprends toujours pas quel était le but final. Dans l'une de nos dernières discussions, je lui ai demandé désespérément « Qu'est-il arrivé à l'homme dont je suis tombée amoureuse ?» Jess m'a regardé droit dans les yeux, a souri et a dit « Cet homme n'existe pas. Je t'ai dit ce que je devais te dire pour t'éloigner de ton connard de mari. Tu es juste stupide et tu es tombée dans le panneau. » Bon, on va prendre 2 secondes pour souffler avant de décortiquer ce récit parce que là, je sais pas vous, mais c'est lourd quoi. Je sais que parmi vous qui m'écoutez, un certain nombre
ont déjà vécu ce type d'histoire et j'espère que ça ne va pas rouvrir d'anciennes blessures. Je pense que c'est important de parler de ces choses pour permettre à d'autres personnes qui peut-être vivent quelque chose de similaire actuellement d'ouvrir les yeux ou à avertir des gens qui seront un jour amenés à rencontrer quelqu'un d'aussi dangereux. Alors j'ai déjà fait une vidéo entière sur les violences conjugales, donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dedans. Je vous mets le lien juste ici si jamais vous voulez la consulter. Cependant, je pense que c'est bien aussi de passer par des témoignages et des mises en situation pour se rendre compte de ce que ça peut donner de l'intérieur et surtout vous montrer les signes ou ce qu'on appelle les red flags. Parce que oui, vous l'avez peut-être remarqué, mais le Jez de cette histoire, il a un véritable mode opératoire qui est le mode opératoire classique du prédateur toxique qu'on appelle communément le pervers narcissique. Même si je le rappelle et j'insiste, ce thème n'a aucune valeur scientifique et n'est pas reconnu dans les manuels diagnostiques comme le DSM. Alors première étape, c'est ce qu'on appelle le love bombing, qui consiste à inonder d'amour et d'attention la future victime. On va vraiment la faire se sentir incroyablement bien par des compliments, par des cadeaux, des promesses, un soutien et une admiration immense. C'est un petit peu la phase de lune de miel, mais poussée à son extrême, et c'est très dangereux puisque forcément, on peut facilement tomber dedans en se disant qu'on a enfin rencontré la bonne personne, celle qu'on attendait, qu'on méritait, le prince ou la princesse dont on a toujours rêvé. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on retrouve la même approche dans les dérives sectaires. C'est très similaire sur beaucoup d'aspects puisque, en fait, il s'agit de mécanismes d'emprise. Ensuite, la deuxième étape va être d'isoler la victime, de se l'accaparer au maximum. Dans cette histoire, par exemple, Jez va d'abord tenter de faire abandonner le polyamour à sa copine, puis, voyant que ça ne fonctionne pas, il revient et il profite de son divorce pour, hop, aménager avec elle. Et puis à partir de là, c'est le boulevard pour les comportements de jalousie et d'isolement. Il la harcèle quand elle voit d'autres gens, il lui fait des scènes, tout pour empoisonner sa vie dès qu'elle s'éloigne de lui. Là encore, vous voyez que c'est comme dans les sectes, l'objectif c'est de dégager tout l'entourage de la victime pour qu'elle n'ait plus personne à qui se raccrocher. Du coup, forcément, ça sera plus dur pour elle de prendre conscience des dysfonctionnements dans la relation et encore plus de trouver le courage de partir puisqu'elle sera seule. La troisième étape, et celle-là est particulièrement insidieuse, ça se fait de manière très très progressive, ça va être de briser la confiance en soi de la victime en lui faisant des reproches, en la rabaissant, en la culpabilisant, etc., etc. En fait, là, on va voir l'inverse du love bombing, c'est-à-dire que tout est critiqué, le physique, les actions, même les plus banales, la personnalité, la sensibilité, tout y passe. Forcément, ça a pour effet d'impacter négativement le moral et l'humeur de la victime. Si cette personne si merveilleuse lui fait ses reproches, c'est que ça doit être justifié. C'est ce qu'elle se dit en tout cas. Sauf que, comme ça arrive petit à petit, la personne n'a pas vraiment le temps de s'en rendre compte. Rappelez-vous la métaphore de la grenouille que j'avais utilisée dans ma vidéo sur les violences conjugales. Si on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, la grenouille aura pour réflexe de bondir tout de suite hors de l'eau. À l'inverse, si on met une grenouille dans une eau à température ambiante qu'on chauffe de manière ultra progressive, la grenouille ne va pas réaliser que la température monte, elle va rester dans l'eau et cuire à petit feu. En parallèle, on voit aussi très souvent des comportements de parasitage. C'est le cas ici, Jez s'installe chez sa petite amie et il devient feignant. Il ne fait plus aucun effort, il va même jusqu'à lui demander de l'argent et dilapide ses économies. En plus, c'est bien pratique puisque comme ça assure qu'elle ne pourra pas s'enfuir. On en arrive au moment où ça craque comme très souvent dans des relations toxiques comme ça. La victime finit par dire stop, ça suffit et cherche à rompre. Évidemment, comment réagit notre prédateur? Il se met à pleurer, à demander pardon, il reconnaît ses torts, il promet de s'améliorer, il supplie de ne pas être abandonné, il va clairement jouer sur la corde sensible et reprendre son costume de prince charmant ou de princesse charmante du début. Et oui, il le faut bien pour tenter de récupérer sa victime dans ses filets. Et le problème, encore une fois, c'est que ce stratagème fonctionne très souvent. La victime retrouve la personne dont elle est tombée amoureuse et elle a envie de croire, elle a envie d'écouter les promesses. C'est normal, on a tous tendance à se dire qu'on peut quand même pas passer à côté de l'amour de notre vie comme ça,
Surtout qu'on va trouver des excuses, alors ça peut être, il y a des problèmes au boulot, il y a des traumatismes dans son enfance, l'alcoolisme, etc. Bref, je ne blâme en aucun cas les victimes qui se laissent berner et qui, comme dans notre histoire, donnent une seconde chance à celui ou celle qui est leur bourreau. Mais comme on l'a vu dans cette histoire, tenter de recommencer après une rupture avec ce genre d'individu ne va avoir qu'un seul effet, on va reprendre les étapes à zéro, sauf que cette fois ça risque d'aller un petit peu plus loin et ça peut durer comme ça, recommencer comme une spirale infernale, devenir de pire en pire et ainsi de suite. Il se peut même que la victime de cette relation pousse inconsciemment à la crise parce qu'elle sait qu'après, c'est là qu'elle va recevoir à nouveau le love bombing, même si c'est des genres de choses qui vont se réduire peu à peu avec le temps. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute de la victime, mais juste je vous explique qu'elle-même peut involontairement participer à ce cercle vicieux. Voilà pourquoi si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est de fuir à tout prix ce type de relation. Vraiment. Je sais que techniquement, on peut se dire qu'on veut y croire, que notre histoire c'est pas la même que celle des autres, que il ou elle veut réellement faire des efforts et s'améliorer, mais honnêtement, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit vous, la victime, qui laissiez une partie de vous. Les séquelles d'une telle relation peuvent être hyper longues, ça se compte en années dans le meilleur des cas, et parfois et très souvent ça reste même à vie. Bref, si vous avez l'impression de vous être reconnu dans cette histoire ou dans les signes que j'ai décrits, méfiez-vous, je vous en prie, c'est vraiment pas bon signe. Et si, à l'inverse, vous vous êtes reconnu dans le mode opératoire que j'ai décrit en tant qu'auteur de tels comportements, déjà c'est pas rien d'avoir pris ce recul et d'avoir cette capacité d'analyse, donc j'ai envie de vous dire que vous avez certainement fait un pas dans la bonne direction. Maintenant, à vous de vous prendre en main pour ne plus reproduire cette toxicité. Allez voir un psy, commencez une thérapie et évitez de vous engager dans des relations, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de me le signaler avec un petit pouce et un commentaire, c'est toujours très apprécié. Pour ceux qui sont un petit peu moins fans de Threads, ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas s'orienter là-dessus à plein temps, ça reste tout à fait exceptionnel comme mode de fonctionnement, mais j'avais envie de vous proposer ce type de contenu une fois de temps en temps pour changer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?